Salut Corinne, comment ça va? Bonjour Jesus, ça va très bien et toi? Ah, ça va très bien, content de t'avoir ici dans la session 2 des Agility Enablers. C'est comme un peu les nouveaux noms qu'on a trouvé pour cette saison, Oui, où on va rendre hommage aux gens qui sont dans le leadership, comme oui. toi. Et écoute, je suis vraiment content que tu aies décidé de venir partager un peu sur toi puis nous permettre de te connaître. Merci. Merci à toi de l'invitation. Je suis vraiment ravie d'être avec toi aujourd'hui. Puis je suis sûre qu'on va avoir une bonne jazzette entre nous deux, puis ça va être bien le fun. Voilà, voilà. Donc, sans tarder, Corinne, et j'aimerais que tu nous racontes un peu les éléments clés qui ont fait de ton parcours euh, la Corinne que tu es en ce moment, la professionnelle que tu es devenue aujourd'hui et qui ont permis que tu sois là et que tu as adapté un peu certaines pratiques de l'agilité pour aider tes gens à travers ton leadership. OK. Ben, écoute, moi, ça fait pas très, très longtemps que je suis dans cette belle équipe de l'agilité. Ça fait longtemps, par contre, que je suis dans la même entreprise. Ça fait 19 ans que je suis pour la même compagnie. J'ai été, je te dirais, 17 ans, pas mal dans les opérations, le nez dans le guidon en marketing digital. Et puis, c'est plutôt au cours des 2 dernières années que mon rôle a vraiment changé et donc c'est comme ça que je me suis intéressée davantage à l'agilité parce que j'étais beaucoup plus en retrait des opérations. Hmm. Et un tremplin, en fait, que j'ai eu, c'est assez, qui m'a vraiment sorti de ma zone de confort, ça a été d'aller faire un congé solidaire au Pérou en 2017. Je suis allée pendant 3 semaines partager mes connaissances professionnelles avec les communautés au pied de la forêt amazonienne. Et puis ça a été une expérience qui m'a vraiment, vraiment beaucoup apporté, beaucoup permis de faire de l'introspection sur moi. Et puis de voir à quel point me rendre utile auprès de ces gens-là qui avaient une soif d'apprendre incroyable m'a vraiment stimulée. Et puis après, j'ai fait des entrevues, des conférences plutôt devant 180 personnes en espagnol, Jesus. Ah oui. Toi, tu Donc, parles espagnol, toi? ouais, Ah, je ne savais pas ça. Wow! ouais, ouais. Et puis je te dis que de le faire devant 180 acteurs du tourisme là-bas, ça m'a comme un petit peu déstabilisé au début, mais je suis passée au travers. Donc ça a été aussi un grand signe, grande fierté pour moi, donc ça m'a redonné confiance. Puis ça, de côtoyer ces gens qui avaient une telle soif d'apprendre, je te dirais que quand je suis revenue ici, ça a été un choc, le choc du retour, même si c'était juste 3 semaines, mais ça a été un choc du retour. Et puis j'ai vraiment décidé un peu de me remettre sur mon développement personnel. Parce que, comme je te le disais, pendant 17 ans, j'étais le nez dans le guidon dans mes opérations. Donc, à la suite de ça, je me suis inscrite au défi 100 jours qui fait partie de l'effet A pour les femmes. Donc, c'est un programme de développement du leadership pour les femmes. Et ça a été aussi extrêmement bénéfique. C'est un programme donc où on parle du syndrome de l'imposteur, où on parle de développer sa confiance en soi. Donc, toutes les aptitudes qu'un leader doit avoir, puis surtout du côté pour les femmes. Et dans le cadre de cette formation, tu as un défi à réaliser en 100 jours. Et donc, j'ai un défi professionnel où vraiment tu dois, il faut que ça te sorte encore de ta zone de confort. Donc, j'ai réalisé ce défi-là et c'est ça qui m'a amené en fait à devoir monter une nouvelle équipe au sein de mon entreprise et être à la tête de l'optimisation des opérations. Donc, plus dedans, mais à l'optimisation. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à l'agilité. Je te dirais que ça a été vraiment mon entrée en matière en ayant moins les mains dedans. Il fallait vraiment plus que j'aide les équipes, que je coach les équipes. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à l'agilité. Wow! Hey, merci de partage. C'est toujours riche. Puis
j'espère que quand tu regardes l'interview, sois si surpris comme moi, en fait, de tout ce que tu es capable de partager, puis la richesse de, de- de ton expérience. Dis-moi un truc, qu'est-ce qui est à vous au Pérou qui a fait que tu décides dans une période très courte de travailler sur toi? Ben, en fait, ce qui m'a vraiment déstabilisée là-bas, c'est que je ne savais rien. Dans le sens où j'avais un mandat, tu sais, quand tu pars en congé solidaire comme ça, bon, c'est très bien encadré et on te donne un mandat, mais tout ce qu'on dit, c'est qu'il y a de grandes chances que le mandat ne soit pas ce qu'on te dise que ça va être. Et donc, effectivement, je suis arrivée là-bas. Donc, mon objectif, c'est de partager mes connaissances en marketing digital, qui est ma spécialité. Mais moi, je ne savais pas où est-ce qu'ils étaient, où est-ce qu'ils en étaient. Je ne savais même pas qui j'allais rencontrer, qui j'allais former. Donc, c'était vraiment l'inconnu total. Mais j'ai fait donc cette fameuse conférence là-bas avec 180 personnes. Puis, tu sais, quand j'ai vu vraiment à quel point les gens interagissaient, c'est sûr que j'avais un petit complexe aussi. Bon, je parle espagnol, mais tu sais, c'est pas ma langue maternelle, hein, on s'entend. Donc, j'avais au début un petit peu de crainte par rapport à mon espagnol, est-ce que j'allais me faire comprendre? Mais écoute, ça, c'est parti tout de suite, là, parce que les gens interagissaient, ils s'en foutaient, là, si je faisais une petite faute de grammaire, hein, c'est pas ça qui était important. Donc, c'était vraiment tout cet échange-là, puis de voir toutes leurs questions, puis de voir... puis moi, je me suis rendu compte, en fait, que j'avais négligé mon développement, mes formations. Et puis, c'est comme ça qu'après ça, écoute, je suis revenue. Donc, je me suis inscrite à l'EFEA, puis j'ai beaucoup lu, je fais beaucoup d'auto-formation. Mais comme tu le sais, je participe beaucoup aux cliniques de Scrum Master, aux ateliers de Liberating Structures. C'est comme ça que je suis rentrée dans cette communauté agile. Et puis, l'autre chose aussi qui est importante à souligner, c'est euh, avec le défi 100 jours, là, ben c'est pareil, ça m'a vraiment... Je pense que l'important, c'est de sortir de sa zone de confort. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour se repositionner puis pour faire de l'introspection. À un moment donné, quand je suis revenue, j'ai fait appel à une coach aussi qui m'a aidé à définir mon why. Puis ça a permis de faire beaucoup d'introspection, savoir quelles étaient mes valeurs, qu'est-ce que je voulais faire. Et c'est comme ça que j'ai vu vraiment un fit parfait avec l'agilité. Wow! Puis, ok, là, tu parles d'introspection. Mhm. Tu sais, on choque avec une façon de. Tu as été exposé à deux moments assez particuliers. Tu sais, sortir de la zone de confort avec ton voyage au Pérou, puis Mhm. après les défis des 100 jours. Et puis ça t'a fait comme travailler sur toi, puis là, la connexion avec l'agilité. Et Oui, qu'est-ce qui a changé avec l'ancienne, par rapport à l'ancienne Corinne? oui. Ben, écoute, en fait, j'étais en charge de l'optimisation dans mon équipe. Et puis, j'ai décidé, je cohabitais sur le même étage avec mon équipe IT. Puis mon équipe IT était en mode agile depuis des années, des années. Et puis, bon, je les regardais faire, puis à un moment donné, je suis comme devenue jalouse d'eux. Je suis devenue jalouse parce que ils étaient capables de nous dire non à nous, gens du marketing qui voulons tout de suite. Ils étaient capables de nous dire non, mais pas non bêtement, mais non, on va le prioriser, on va le mettre dans notre backlog, puis on va vous revenir dans quel sprint on pourra le déployer, votre superbe idée, parce que c'est sûr qu'on a toujours des super idées en marketing. Mais tu sais, j'ai comme dit, je me suis dit, mais comment est-ce qu'ils arrivent à s'organiser pour arriver à faire ça, puis à respecter la plupart de leurs deadlines et de leur façon de faire. Donc, ça m'a vraiment interpellée. Et puis, dans ma propre équipe, on était 19. J'ai proposé de faire des expérimentations. Donc, moi, j'ai travaillé beaucoup sur le mindset, sur le why, sur le pourquoi. J'ai vraiment, comme j'étais en charge de la roadmap, là, de toutes nos activités, tu sais, quand il y avait un nouveau projet qui rentrait, moi, s'il n'y avait pas de nouveau projet qui pouvait rentrer, si on ne m'expliquait pas pourquoi on veut faire ce projet-là. C'est quoi la valeur pour... Puis on scorait en fait les projets sur 3 valeurs. La valeur employé, la valeur client et la valeur business. Donc, il fallait qu'on soit capable de justifier ces 3 valeurs-là, puis on donnait un score. C'est ce qui nous permettait
de prioriser nos projets. Donc, c'est tout ce travail-là que j'ai mis en place, travailler sur le MVP. Donc, encore une fois, de ne pas vouloir livrer des projets marketing qui soient trop gros, plus gros qu'on pouvait le faire. Puis j'avais une équipe qui était très willing, donc c'était facile, je te dirais. Puis on a eu des bons résultats, donc vraiment au niveau de la collaboration, au niveau des projets, des idées. Donc c'est là que je me suis dit, bon, là j'ai utilisé mon équipe comme cobaye, puis ils étaient super pour ça parce que c'est vraiment une équipe qui était willing de le faire. On est dans une safe zone, donc ça a très bien été. Donc là, je me suis dit, bon, ben maintenant, je vais passer à l'étape supérieure. Puis, j'ai été voir ma vice-présidente. Puis là, c'était plus le marketing digital, c'était vraiment tout le marketing. Et donc, je lui ai proposé cette approche-là d'essayer le marketing digital au sein de notre équipe. Donc, il a fallu que j'explique c'était quoi. Il a fallu que je montre ce que nous, on avait fait dans notre groupe de travail. Et puis, donc avec le travail d'influence que j'ai fait, puis avec mon patron m'épaulait aussi parce qu'il voyait les résultats. Donc, ma vice-présidente nous a donné le OK pour qu'on parte un projet pilote. Donc, Wow. qu'on a fait. Hmm. Il y en a beaucoup de changements, là. Ça se dit rapidement, Corinne, mais il y en a énormément de changements puis de travail à faire. Puis tu as dit des trucs intéressants comme utiliser ton pouvoir d'influence et avoir une équipe avec qui ben, le terrain était fertile. Ça, c'est mon interprétation, mais c'est Oui, des gens qui étaient ouverts à essayer. L'expérimentation aussi, comme une façon de voir, OK, on fait ça autrement. La jalousie, ça c'est nouveau, je ne l'avais pas entendu. Fait que, et, mais la jalousie, dans le bon sens, je pense, c'était de voir un peu, OK, ils sont capables, et nous, on n'est pas capables. Pourquoi on ne exactement. s'inspire pas d'eux pour les faire? Euh, Puis ça a inspiré du changement. Et, et là, aussi aller au-delà des frontières, en fait. C'est pas juste ton groupe sur lequel tu avais du contrôle, mais aussi d'influencer plus loin pour obtenir plus de résultats. Puis là, je me demande euh, quelles sont les valeurs qui étaient à vous à travers ce changement-là qui t'ont interpellé, en fait, qui se connectent avec tes valeurs. Ben, écoute, en fait, moi, les valeurs, là, c'était vraiment très important de, de, en fait, que l'équipe les choisisse. C'était pas à moi de dire, OK, voilà les valeurs auxquelles on va maintenant s'attarder. C'est sûr que, tu sais, mon entreprise a des valeurs, je te dirais, corporatives, bon, qui sont communiquées et tu sais, dont on s'est imprégné depuis des années. Mais là, le marketing agile, c'est d'autres choses. Donc, à un moment donné, j'avais fait un atelier, puis j'avais proposé une liste de valeurs et j'avais demandé à l'équipe de 70 personnes lors d'un atelier de choisir quelles seraient les valeurs auxquelles elles seraient prêtes à se commettre pour avancer ensemble. Donc, on a fait cet exercice-là. Et puis après ça, avec une équipe, on a défini ces valeurs-là, on a défini les comportements, on a défini les bonnes pratiques, les attitudes qui vont avec ces valeurs-là. Donc, on avait choisi 5 valeurs, le travail d'équipe, le fait d'être data-driven, le fait d'être accountable, l'adaptabilité, puis le 5e, c'était quoi? Je ne me souviens plus. Mais bref, on avait choisi. Donc, c'est vraiment l'équipe qui a choisi ces valeurs-là. Et avec un comité de 5-6 personnes, on les a définies de façon à ce qu'on puisse vraiment les incarner, puis que ce ne soit pas juste un poster qu'on affiche dans le bureau, là. Donc, c'est comme ça que moi, j'avais proposé de procéder pour que les gens puissent vraiment se les approprier, parce que ce n'est pas à moi de dire, OK, tu vas être teamwork ou tu vas être flexible, ou peu importe. Là, je pense que c'est ce travail qu'on a mis en place, qu'on a fait, de définir avec l'équipe à quoi on voulait se rattacher. Puis, c'est sûr que si tu me demandes à moi mes valeurs, moi, le partage, c'est une des valeurs que j'affectionne beaucoup. Le partage au sens large, c'est que ce soit le partage de connaissances,
Le co-développement, c'est pareil, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Dans le cadre de mes fonctions, j'avais mis en place un comité de co-développement en agilité dans mon entreprise. Donc, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Puis, en participer à toutes les cliniques, etc., je pense que c'est ça aussi. Le partage des émotions. Tu sais, quand on partage ses émotions, ben, tu sais, ça signifie aussi de l'empathie, de l'écoute nécessairement. Le partage, c'est aussi, ben, ceux qui me connaissent ne vont pas s'étonner de savoir que partager une bonne bouffe, partager un bon verre de vin ou une bonne bouteille de bulles, parce que moi j'adore les bulles, c'est super important. Et moi j'étais la première à apporter au bureau une tarte que j'avais fait ou un gâteau ou quelque chose pour partager avec les autres. Donc moi le partage c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Naturellement, le respect, la bienveillance, c'est clair. Je pense que moi, naturellement, je pense que les gens sont bons, que les gens veulent bien faire. Et puis, donc ça, c'est mon a priori à moi, là, que les gens veulent bien faire, puis qu'il n'y a pas vraiment de mauvaises personnes. Il y a parfois des mauvaises attitudes, des mauvais comportements, mais il y a rarement de mauvaises personnes. Puis, en tout cas, j'en ai plein d'autres. C'est sûr que la famille, pour moi, est aussi quelque chose de capital. Puis, j'avais la chance, dans l'entreprise où je travaillais, que ce soit très familial. Donc, tu sais, quand tu peux rallier excuse-moi, quand tu peux rallier tes valeurs personnelles à tes valeurs professionnelles, ben, t'es dans ton meilleur. Hein. Wow! Hey, j'apprécie que tu nous partages pas mal qui tu es, Corinne. Et ça me rend très, très curieux de voir, tu sais, avant Pérou, Oui. tu avais les mêmes équipes. Après les 100 jours, tu as une nouvelle équipe qui essaye des trucs et tu le demandes ouvertement avec ton esprit familial, tout ça, les valeurs qui t'incarnent. Quelles sont les valeurs que vous voulez que nous, on embrasse ensemble, on les identifie, puis on va aller au-delà on va les vivre à travers des comportements. Je me demande, qu'est-ce qui a changé? Comment vous l'équipe d'avant versus la nouvelle équipe? Qu'est-ce qui a émergé? J'avais pas vraiment la même équipe avant mon séjour au Pérou et après, parce que j'ai eu donc ça, une sorte de promotion où j'avais un autre rôle, donc je n'avais pas exactement la même équipe. Et puis, c'est en bâtissant cette équipe-là que j'ai eu ce nouveau rôle. Mais c'est sûr que, tu sais, ben, il y a le Pérou, il y a tout le travail d'introspection que j'ai fait avec une coach, puis il y a aussi l'effet A. Ça, c'était vraiment une formation que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimée parce que, tu sais, il y a des choses qui nous disent ou qui nous rappellent, qui, moi, maintenant, résonnent en moi et que j'ai complètement intégré, comme le fait de s'entourer de gens plus forts que soi. Tu sais, au début, moi, j'étais beaucoup dans les opérations. Puis là, je vais te conter quelque chose. Quand j'étais à ce moment-là dans les opérations, je relevais d'un vice-président. Et ce vice-président-là, il était à 10 000 pieds là, des opérations. Et un jour, bon, moi, j'avais des problèmes, j'avais des soucis dans mon travail. Et à un moment donné, je vais le voir. Puis là, il me dit, Corinne, il dit, un bon gestionnaire doit apprendre à se rendre parfaitement inutile. Et là, moi, j'étais comme dans la merde en ce moment-là. Tu sais, puis là, qu'il me dise ça, là, je voulais juste lui arracher la tête. Parce que là, il ne me comprend pas, là, j'ai besoin d'aide. Là, puis 2-3 ans plus tard, tu sais, j'ai réalisé à quel point cette phrase-là qu'il m'avait dite prenait vraiment tout son sens. Parce qu'effectivement, puis tu sais, quand il dit doit t'apprendre à se rendre parfaitement inutile, c'est que tu n'es pas inutile, mais c'est juste que tu es inutile au moment où parfaitement inutile. Donc, il faut que tu laisses les équipes se débrouiller, il faut que tu laisses les équipes s'auto-organiser, il faut que tu laisses les équipes trouver leurs solutions. Alors que moi, j'avais beaucoup comme tu disais, le nez dans le guidon, j'étais tout le temps à vouloir régler les choses par moi-même. Fait que là, j'ai comme appris à déléguer davantage, j'ai appris à faire confiance, j'ai appris vraiment à reconnaître les forces des gens qui étaient autour de moi. Et l'autre affaire que j'ai apprise aussi, c'était à demander de l'aide. Voilà, j'avais ma fierté, j'avais mon orgueil, puis je voulais faire les choses moi-même.
Puis ça m'a vraiment ouvert les yeux parce que c'est des choses sur lesquelles ils insistent beaucoup dans la formation des FEA. Puis après ça, ben, c'est ça, effectivement, quand tu demandes de l'aide, ben, tu n'es plus tout seul. Puis c'est pas, on peut être vulnérable, on peut être, ça c'est au contraire être authentique. Puis ça, c'est vraiment quelque chose aussi que j'ai développé puis que j'ai acquis avec ces formations-là. Wow. Fait que, écoute, c'est pas des choses que j'entends souvent. Les leaders, euh, et- mais c'est un peu ça, ce que la raison d'être de ces capsules vidéo, c'est de rendre visibles les pépites d'or que nous avons en tant qu'êtres humains ici au Québec et partout dans le monde. Et qu'est-ce que ça prend sur soi, en fait, pour devenir une personne plus humaine et plus authentique avec soi, tu sais, et avec le reste de monde pour pouvoir vraiment se rendre inutile. Puis ça sonne un peu dur. Oui, Mais hein, c'était très dur quand je l'ai reçu, moi. et en même temps, tu sais, devenir vraiment tu sais, quelqu'un qui est en soutien, qui est en posture plus en soutien Ben, c'est ça, des puis moi, gens. c'est ça, vraiment dans le rôle d'un, on parle du servant leader, mais pour moi, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui va justement être en appui aux équipes, mais qui va les laisser faire, qui va les laisser. Pour moi, le leader va donner une direction, va donner sa vision, va expliquer surtout sa vision, va dire pourquoi il a telle idée ou il a telle vision. Puis en expliquant suffisamment cette idée-là, ben, il est capable de rallier derrière lui des équipes qui vont ensemble, avec toute leur intelligence, arriver à la destination qui a été suggérée par le leader. Fait que moi, c'est vraiment ça qui m'a guidée, puis qui me guide encore, de laisser vraiment mes équipes trouver le chemin pour arriver à destination. Ça c'était facile, Corinne. Et, euh, et j'aimerais savoir dans ton expérience à toi, et pour les autres leaders qui regardent ça, Ouais. c'est quoi les défis que Ben, qui ont personne comme toi a dû mm-hmm. passer à travers pour pouvoir euh, laisser la place aux équipes, faire confiance aux gens et donner une vision Oui. et rester à ce niveau-là pour que ça avance. Ben, premièrement, je pense que quand je dis de s'entourer de gens plus forts qu'eux, moi, je l'incarne vraiment dans le sens où j'ai zéro compétence technique. Là. Moi, je ne suis pas une geek du tout. Il ne faut vraiment pas me demander quoi que ce soit. Mais j'étais dans un département où j'en avais des gens qui étaient capables de mener ces projets-là qui étaient beaucoup plus techniques. Moi, je n'avais pas ces compétences-là. Donc, je n'avais pas le choix que de les laisser parce que de toute façon, je ne savais pas le faire de toute manière. Donc ça prend beaucoup d'humilité, ça prend beaucoup de, je dirais, de courage aussi pour laisser aller nos équipes en regardant comment ils travaillent, puis pas interférer trop souvent non plus, mais être présent sans trop gêner le travail, sans trop s'imposer. Les défis aussi, ben, c'est, ben, moi, par rapport au marketing agile, je te dirais qu'un des défis que j'ai rencontrés, surtout au début, ben, c'est que quand je me promenais à l'Agile Tour, par exemple, ou à d'autres événements, le marketing agile, c'était pas trop Pas beaucoup de fois, hein? non. Donc, il a fallu vraiment que je me forme beaucoup, que je lise beaucoup. Mais je me souviens, le premier Agile Tour où je suis allée en 2018, je pense, les questions les gens que j'essaie de rencontrer puis d'en parler, il n'y avait pas grand monde au niveau du marketing agile qui pouvait m'aider. Donc, il y a eu ce défi-là aussi. Puis, bon, mais il n'y a rien d'insurmontable. Comme je te dis, j'ai beaucoup lu, puis je continue à lire. Là, je viens de commander 3 livres là, parce que j'ai soif là, de développer ces connaissances-là, puis parce que j'y crois, parce que j'ai vu les résultats dans mon entreprise, c'est quand j'ai vu la collaboration qui est née de ça, quand j'ai vu les silos tomber réellement, alors que c'était des gens qui étaient là depuis plusieurs dizaines d'années,
et qui collaboraient vraiment ensemble. Fait que, puis qui donnaient aussi des meilleurs résultats en termes de campagne, parce que nous, c'est des campagnes marketing qu'on fait. Donc, c'est très gratifiant de voir ces résultats-là. Donc, dans ce temps-là, ben, tu as juste le goût de continuer puis de poursuivre dans cette voie-là. Fait que de voir la collaboration en place, que les gens ne sont pas dans leur tour d'ivoire, se ressemblent pour et obtenir des meilleurs résultats vis-à-vis au travail qu'on fait, c'est gratifiant en tant que leader. Pour moi, je me dis que quand les campagnes performent mieux, c'est que quelque part, on satisfait le client. Puis le client, il est au cœur de l'agilité. Donc, c'est vraiment un ensemble. Moi, j'ai toujours, puis comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les valeurs, puis quand on quantifiait la valeur, moi, il y avait la valeur client, il y avait la valeur employé, puis il y avait la valeur business. La valeur employé, c'était surtout important parce que nous, on était en train de constituer une nouvelle équipe. Donc, on mettait en place beaucoup de projets d'automatisation, puis c'était des choses qui allaient apporter de la qualité aux employés. C'est sûr que le client, pour lui, c'était nul quasiment, la valeur, mais pour l'employé, ça apportait beaucoup parce que on allait faciliter son travail, on allait le rendre plus heureux. Et donc, je suis convaincue que plusieurs des initiatives mises en place ont favorisé la rétention d'employés parce que justement, on tenait compte de cette valeur employée qui pour moi est importante. C'est pas juste, tu sais, euh, les, OK, on va seulement amener de la valeur au client, avoir de meilleurs résultats, mais selon ton expérience, ça augmente la rétention d'employés, puis c'est sûr que c'est une augmentation, c'est son impact direct sur la productivité chez les gens. Oui, moi j'en suis convaincue, puis je l'ai vu parce que je l'ai vu, je l'ai mesuré. Parce que quand je menais les projets pilotes, j'ai aussi mesuré avec des KPI, puis on a des sondages à l'interne. Puis on a vraiment vu que, puis la plus grande des récompenses que j'ai eues, c'est que à la fin des projets pilotes, ils m'ont dit, OK, est-ce qu'on peut mener les autres promotions de la même façon? Parce qu'ils avaient trouvé justement suffisamment de bénéfices, puis ils avaient aimé travailler de cette façon-là. Donc, c'est l'équipe qui m'a dit, OK, on continue, puis on améliore, parce qu'on n'a pas trouvé la recette la première fois, il ne faut pas rêver. Là. On a fait 4-5 promotions où on a amélioré les choses. Puis moi, ce qui me tenait beaucoup à cœur, puis que j'ai toujours demandé à mes équipes, c'est je fais des sondages, puis je veux vraiment que vous y répondiez, parce que moi, je veux prendre action sur les commentaires que vous me donnez. Je n'ai pas l'intention de mettre ça sous le tapis. Il faut que vous me donniez des commentaires pour qu'on puisse améliorer. Puis, qu'est-ce que vous aimez de cette méthode? Qu'est-ce qu'on ajuste à notre manière, à notre couleur, à qui on est? Mais pour ça, ça me prend du feedback. Donc, c'est d'être à l'écoute, de les laisser s'exprimer pour qu'ils puissent justement me dire qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas pour que je puisse l'adapter, puis qu'on puisse ensemble voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Puis c'est ça qu'on a fait au fil du temps. Tu les peintures très beaux, là. Et j'aimerais voir pour les autres qui se demandent, écoute, c'est pas vrai ça. Je n'arriverai jamais à faire ça avec mon équipe. Oui, même si je me mets devant eux, je les implore, ça ne va pas arriver. Quels sont les downsides de tout ça, Corinne? Je pense qu'il ne faut Pour- pas les imposer, ton monde. Il faut que. Moi, ma démarche, ça a vraiment été d'expliquer le mindset, d'expliquer les valeurs autour de l'agilité, puis d'être. Moi, je crois beaucoup plus au fait d'être agile. Puis après ça, les méthodes, puis si on utilise Scrum, si on utilise Kanban ou peu importe, là, ça, c'est pour moi, c'est. Mais de briser tous ces silos-là, d'augmenter la collaboration, ne serait-ce que nous, ça a été, bon, ça dépend de chaque entreprise, mais on avait un défi au niveau des outils, chacun utilisait des outils complètement différents. Bon, de ramener tout le monde sur une même plateforme, sur un même outil de collaboration, ça a aidé beaucoup pendant la pandémie, je te dirais, et pendant le confinement, mais ça, je l'ai vu, j'ai pu agir parce que je l'ai observé, puis que j'ai demandé, puis que j'ai pris action dessus. Puis, tu sais, j'ai pas forcé personne à adopter cette méthode de travail-là. J'ai fait des expérimentations avec mon équipe. On a montré des résultats. Ils pouvaient parler. Je ne les forçais pas, je ne les payais pas pour qu'ils parlent de la méthode. Et puis, on a fait un premier projet pilote où, encore une fois, c'est des équipes qui ont embarqué. Le Scrum Master et nous, on appelle ça le Campaign Owner, c'était des gens à l'interne
qu'on a formés sur le tas. Donc, tu sais, il fallait aussi être très humble dans le sens où moi, je ne savais pas les résultats que ça allait donner Hum. avec cette équipe-là. Tu sais, puis je leur ai dit, écoute, on essaye. Je vous demande juste de nous laisser la chance de changer le statu quo, parce qu'on ne le veut pas. Vous nous l'avez dit, on ne veut pas le statu quo, donc peut-on essayer quelque chose? Donc, ça prend une volonté de changer, d'essayer quelque chose, mais sans être persuadé du résultat. Puis, c'est en montrant les résultats, c'est en communiquant que j'ai réussi, en tout cas pour ma part, à l'amener. Puis, j'étais pour le déployer à plus large échelle encore. Hum. Pour gérer le temps, il nous reste 5 minutes, puis ça passe vite, hein? Ouais. Et, oui, ça passe vite. Tu vois? Et je t'avais dit que tu vas te surprendre par rapport à ce qu'on est en train de faire, Corinne. Et La dernière fois que j'ai fait une entrevue qui ressemblait à ça, c'était au Pérou, justement, où j'ai fait 2 entrevues radio pour présenter mes conférences. Là, puis ça m'avait aussi demandé tout mon petit change, mais c'est pareil, ça finissait pas parce que quand je suis passionnée, le oui, temps hein? passe vite. Ouais. Mais, puis, juste pour que on a une idée, moi, j'aimais bien la phrase de avoir de courage. C'est un des éléments qui ressortent un peu de tout ça. Dans ton intervention précédente, tu as parlé d'essayer, avoir une volonté, pas forcée, avoir une volonté d'aller au-delà du status quo et aussi de se risquer. Parce que, tu sais, moi, je trouve intéressant cet anglais-là du fait que, OK, le status quo ne fonctionne pas, on veut le changer, les employés veulent mettre des efforts là-dessus, mais là, c'est au gestionnaire, au leader de dire, OK, on est dans son zone safe, risquons. Parce que je ne sais pas si ça va marcher, mais au moins, si on reste pareil ici, c'est comme la paralysis analysis, on fait rien. Faisons de quoi, mais ça prend un certain courage managériel pour qu'on puisse aller au-delà. Et là, je me demande, de ton côté, qu'est-ce que tu recommandes aux gens, aux leaders comme toi qui hésitent, qui disent je ne suis pas certaine, comment je peux dépasser la peur de ne pas savoir quel est le résultat? J'ai lu un livre aussi qui m'avait aussi, après, je pense, mon séjour au Pérou, c'est Le courage, comment l'activer, de Isabelle Fontaine. Et puis, elle donne plein de trucs pour justement puiser dans, parce qu'on est plein de ressources, on est bourré de ressources, mais par peur, par crainte, par toutes sortes de phénomènes, on ne se lance pas. Puis, il y a une des choses notamment qu'elle mentionne dans son livre, là, que je fais, qui est de prendre un cahier, là, puis tu écris toutes tes fiertés, tout ce que vraiment tu as fait dans ta vie, puis que tu es vraiment comme, waouh, plusieurs années plus tard, ah mon Dieu, j'ai fait ça, hey, j'ai fait un saut élastique, hey, j'ai fait telle affaire, et j'ai implanté le marketing digital dans mon entreprise. Fait que toutes les fiertés que tu as, puis à un moment donné, quand tu as comme un coup de down, là, puis tu hésites, prends ton livre, là, puis regarde un peu tout ce que tu as fait dans le passé. Puis, peut-être ça, c'est un truc, là, c'est pas universel, mais c'est juste un truc. Puis moi, je sais que je l'ai appliqué. Puis encore une fois, quand tu fais ça en équipe, quand tu t'entoures de gens, ben, tu te sens moins seul aussi. C'est sûr que tu as la responsabilité de mener à bien ça, mais tu ne le fais pas tout seul. Là. Donc, c'est encore une fois de s'entourer, c'est encore une fois puis d'avoir beaucoup d'humilité, puis d'être capable de se réajuster si ça ne va pas selon la direction qu'on avait imaginée. Hmm. Qui est Puis, bien s'entourer des gens qui sont plus forts que toi et ouais, oser avoir, demander, comment? Demander de l'aide. demander de l'aide, oui. Et Ouais. aussi, si tu es down, que tu vas les avoir, ben, reviens à tes fiertés, puis garde un cahier pour que tu puisses revenir là-dessus souvent. Ouais. Puis là-dedans, Corinne, j'ai deux questions pour toi. Mhm. Et selon toi, quels sont les éléments clés qui t'ont permis d'énabler cette
collaboration et cette augmentation, cette amélioration des résultats dans ton groupe. Si tu pourrais nommer trois, Ouais. quels seront les éléments? Ben, premièrement, j'avais la confiance et le support de ma direction. Mm. Ils m'ont vraiment laissé carte blanche, que ce soit mon directeur, que ce soit ma vice-présidente, m'ont dit, OK, on te fait confiance, go, on va t'appuyer, puis vas-y. Donc ça, c'est vraiment, ça a été définitivement un facteur de succès. L'autre chose, je te dirais que ça a été d'expliquer les choses, puis de rallier les gens derrière moi finalement, parce que c'est ça que j'ai fait, c'est que j'ai pas voulu pousser quoi que ce soit, j'ai pas voulu pousser une méthode, j'ai pas voulu pousser des valeurs, j'ai vraiment expliqué là où je voulais aller, j'avais posé une vision par rapport au marketing agile dans mon entreprise. J'ai dit, OK, on va, avec vous, y aller petit à petit. Puis on va regarder comment est-ce qu'on va y aller. Donc, c'est vraiment de rallier l'équipe avec moi. Et puis de fêter tous les succès. Moi j'adore ça, fêter. Donc, tu peux être sûr qu'à chacune des rétrospectives ou quand on avait l'occasion, de tous les beaux succès qu'on avait, puis dans notre modus operandi d'équipe, moi, j'arrivais tout le temps avec ça. Moi, là, je veux qu'on célèbre les bons coups. Puis, puis c'est important. Moi, j'adore donner de la gratitude, donner de la reconnaissance. La gratitude, c'est super important. Puis, quand on est à la maison, parce que depuis le confinement, depuis le début de la pandémie, malheureusement, je suis à la maison. Et quand tu as plus ça, toute cette reconnaissance, c'est la reconnaissance de tes compétences, pouvoir mettre à profit tout ça, quand tu ne l'as plus pendant un certain temps, c'est difficile. Donc, pour moi, la reconnaissance, la gratitude, ça a été aussi un facteur qui a aidé les équipes à voir à quel point elles étaient bonnes, puis à quel point on pouvait évoluer dans cette belle aventure-là. Et si je te demande, Corinne, quel mot utiliserait tes employés pour parler de toi? Ce serait quoi? Ah, qu'est-ce qu'il dirait? Il dirait champagne. Champagne, boule, Ouais. Ouais. voilà. Et la champagne, je pense, parce que tu es pétillante, puis j'aime ça. Ils savent très bien que j'aime fêter ça avec des bulles. Euh, et puis, euh, et puis c'est ça. C'est pour moi vraiment de célébrer les réussites, de célébrer les victoires, aussi petites soient-elles, aussi, même si le projet n'est pas fini, mais qu'on a avancé, soulignons-le, parce qu'il y a des efforts derrière, il y a des gens qui s'investissent, il y a des gens qui travaillent fort pour ça, puis il ne faut pas l'oublier. Célébrer les bons coups. Je te remercie, Corinne, de ton humilité et ton parcours sont vraiment inspirants. Je suis vraiment content que tu aies accepté les défis de sortir de ta zone de confort et venir à passer un moment de joie pour qu'on puisse avoir des boules, même si je ne les vois pas. Moi, je les sais dans mon estomac après avoir entendu ton parcours, puis avoir eu la chance de te connaître. Merci beaucoup de nous avoir offert cette opportunité-là, au moins de me laisser un peu de toi dans mon parcours. Je suis vraiment honoré, merci. Ben, merci à toi, Jesus. C'était un plaisir. Puis écoute, au plaisir d'aller boire des bulles ensemble. Ben voilà, ben ça c'est notre prochain truc. On espère que la pandémie nous traite avec indulgence et qu'on puisse en sortir rapidement. Merci beaucoup, Corinne, puis j'espère que ça soit à bientôt. OK. Ciao, Jesus. Bye. Bye.